Quand on pense travaux publics, on pense travail en extérieur. Certains aiment, d'autres pas. Quand on pense travaux publics, on voit des routes en rénovation, des réseaux électriques en construction, des canalisations d'eau, de gaz ou de câbles en cours d'installation. On voit des chantiers monumentaux, ceux du génie civil, où s'affairent des dizaines et des dizaines de gilets orange. On voit aussi une multitude d'engins plus ou moins impressionnants, des femmes, oui, il y en a, et des hommes qui évoluent sur ces chantiers. On ne comprend pas toujours ce qu'ils font, quelle est leur mission, alors que leur intervention est réglée comme du papier à musique. Travailler en extérieur comporte toujours des risques. Les risques liés au métier dans les travaux publics sont aujourd'hui identifiés, connus et anticipés. On peut dire aujourd'hui qu'il existe une culture de la prévention. Cette culture est ancrée dans les entreprises, de la TPE à la major. Mais comment est née cette culture de la prévention? Laurent Manzon, président de la commission prévention, santé-sécurité à la FNTP. Au sein des travaux publics, la culture de la prévention s'est structurée depuis de nombreuses années. Je dirais, il y a maintenant 10 ans, avec la signature des premières conventions de partenariat avec les principaux acteurs, que sont le ministère du Travail, que sont la Caisse nationale d'assurance maladie, l'INRS et l'OPPBTP, qui est un organisme de prévention dédiée au secteur des travaux publics et du bâtiment. Donc depuis 10 ans, on travaille en étroite collaboration pour mieux identifier, cibler notre sinistralité et pouvoir apporter des solutions pragmatiques à la fois aux entreprises, aux salariés, mais aussi aux maîtres d'ouvrage. Et depuis la mise en place de ces conventions partenariales avec le ministère du Travail, la Caisse d'assurance maladie et l'organisme de prévention des travaux publics et du bâtiment notamment, quels en sont les premiers résultats? Grâce à ces conventions de partenariat qui ont démarré depuis plus de 10 ans, aujourd'hui, on peut se féliciter puisqu'entre 2014 et 2020, on a pu constater une baisse de la sinistralité sur les accidents graves et mortels de l'ordre de 37%. Et les actions vraiment opérationnelles ciblées vers l'information et la formation ont permis cette progression. Et aujourd'hui, la FNTP veut aller plus loin puisque on s'est fixé comme objectif de viser le zéro accident mortel en 2028 et c'est l'objet de cette convention de partenariat qui a été renouvelée. C'est vraiment de continuer à progresser en embarquant l'ensemble des entreprises, petites, moyennes et grandes, dans cette culture. Peut-on en savoir plus sur la nouvelle convention? Qu'est-ce qui est prévu? Laurent Manzon. Dans la nouvelle convention de partenariat qui vise à terme le zéro accident mortel dans notre secteur, on a identifié 4 groupes de travail sur lesquels travailler. Un premier qui est essentiel pour moi, surtout aujourd'hui en 2023, c'est l'utilisation de la data. Le premier sujet, pour savoir sur quoi travailler et où mener nos efforts en priorité, c'est de mieux connaître notre sinistralité. Et donc on a créé un groupe de travail qui va travailler sur la donnée, la data, qui nous permettra de vraiment creuser par secteur, par région, quelle est notre sinistralité et quelles sont les actions qu'on va pouvoir déployer principalement. On peut citer un deuxième groupe de travail qui est sur le bien-être au travail, qui aujourd'hui, on parle de changement climatique et on le voit bien en France que les températures augmentent chaque année. Nos collaborateurs sont soumis à ces températures et donc il y a une vraie réflexion autour des fortes chaleurs et donc du bien-être. C'est également l'hygiène aussi sur nos chantiers, les baraquements. Et le fait que le ministère du Travail soit inclus dans ces groupes de travail, et, le but est d'arriver aussi à travailler avec quelque chose qui va venir s'imposer aux entreprises pour nous faire progresser. En troisième groupe de travail, c'est quelque chose qu'on a identifié comme déjà, hein, sans avoir besoin de la data, comme un vrai problème qui est la coactivité sur nos chantiers, qui amène à de la sinistralité importante. Et enfin, le dernier groupe de travail, lui, travaille sur les risques chimiques et principalement sur l'amiante et, euh, et la silice pour identifier les moyens de prévention à mettre en place. Mais revenons aux data. En quoi sont-elles utiles pour faire baisser la sinistralité?
c'est-à-dire le taux d'accidents et de maladies professionnelles. Emmanuel Guillaume, responsable qualité, sécurité, environnement chez Nord-Est Canalisation. Des données, nous en disposons beaucoup, en quantité, en qualité. Le problème, c'est que cette data, elle couvre bâtiments et travaux publics. Donc, elle ne nous permet pas d'avoir une lecture métier. De plus, les données dont on dispose aujourd'hui sont toujours datées. On n'a pas ou peu d'informations datant de moins d'un an. C'est toujours des données qui datent de 2 à 3 ans, pour des raisons évidentes, puisque les organismes qui gèrent cette data ont des objectifs bien spécifiques. C'est principalement pour définir des taux de cotisation et non notre démarche à nous qui serait par cette data, c'est éclairer la sinistralité, éclairer l'efficacité des actions, comprendre où, quand et pourquoi on a des accidents. Donc, en fait, ce qui nous anime, c'est que tout ce qui se mesure s'améliore. Mesurer effectivement, avoir de l'information précise sur la typologie, le portrait type d'une personne accidentée. Elle est expérimentée, pas expérimentée, ça se passe plutôt le matin, ça se passe plutôt l'après-midi, ça se passe à tel moment, à telle saison, ça se passe sur tel type de chantier, en lieu confiné, en lieu extérieur. Autant de données qui vont nous donner effectivement des solutions, des axes très précis pour travailler là où on a des leviers d'action. Il est important, notamment, on s'est rendu compte que souvent, on a des accidents vers 10 heures du matin. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Ça suppose que voilà, les gars, ils ont commencé leur journée à 7 heures. Ça fait déjà 7 heures qu'ils travaillent, tête dans le guidon, et il y a l'habitude, il y a la routine qui s'installe progressivement et qui peut générer une vigilance qui diminue. Et peut-être qu'effectivement, 10 heures dans l'organisation du travail, c'est un moment où il faut faire une pause, où il faut relever la tête de son poste de travail. Et comment les entreprises s'organisent pour que leur chantier évolue en toute sécurité? Emmanuel Guillaume. Cette préparation, en fait, elle mobilise tout le monde. Ça va du chef de l'entreprise jusqu'au compagnon, en passant par tous les services supports, que ce soit les services ressources humaines, que ce soit les services techniques. Effectivement, il y a toute une chaîne de valeur qui se met en route pour faire qu'effectivement, il y ait une lecture, une anticipation, une prise en compte de toutes les situations pour permettre aux compagnons, une fois en situation, de travailler en sécurité. Le conducteur de travaux est bien évidemment une personne clé dans ce travail de préparation, puisqu'il va anticiper toutes les étapes de la réalisation du chantier, phase par phase, phase après phase. Il va mettre en œuvre les meilleures solutions techniques, les meilleures solutions organisationnelles pour assurer la sécurité de ses intervenants. Alors, pour ce faire, on a plusieurs outils, plusieurs accompagnements. On a des métiers où les process sont très écrits, sont très accompagnés. Différents guides, effectivement, s'imposent à nous pour définir effectivement les bonnes conditions de travail. Différentes normes, différents modes opératoires très précis nous permettent d'avoir cette bonne préparation. Et ensuite, effectivement, ce conducteur va mettre en musique tout cela. Cette préparation, effectivement, elle doit être précise, elle doit être rigoureuse, et on s'accorde à dire que cette préparation, c'est à peu près 70% de la réalisation et du bon déroulement d'un chantier. Donc, c'est des proportions qui sont très importantes. Voilà. Mais concrètement, comment ça se passe pour inculquer cette culture de la prévention à un nouveau compagnon qui intègre une entreprise de travaux publics? Laurent Manzon. Les collaborateurs qui entrent aujourd'hui dans les entreprises de travaux publics vont être accueillis et être formés aux principaux risques de nos métiers pour pas arriver sur un chantier sans aucune connaissance. C'était un axe fort de développement des précédentes conventions, mais aussi de la culture qui a évolué dans nos entreprises. Mais les accidents peuvent survenir par inattention, par mauvaise appréciation d'une situation. Est-ce évitable? Emmanuel Guillaume. Évidemment, des accidents, il en survient. On se déplace, on se fait une cheville parce qu'on a sauté dans la fouille, parce qu'on pensait qu'elle n'était pas haute, ou parce qu'on est en pleine forme et on n'a pas conscience du risque. Il en survient dans plein de situations, à tout moment de la journée, quelle que soit son expérience.
Et l'important au regard de cette sinistralité, c'est surtout de l'analyser, de la comprendre. En accident, en matière de sécurité, il n'y a pas de fatalité. Un accident a toujours des causes. L'idée, c'est pas de chercher un coupable, mais de bien comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, bien comprendre effectivement avec les équipes. Ça se fait pas dans sa tour d'ivoire, ça se fait au contact, sur le terrain, quitte à reproduire la situation, pour comprendre effectivement à quel moment il y a eu erreur, à quel moment il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu, il y a eu un oubli, il y a eu une défaillance. Il peut y avoir des dysfonctionnements, au niveau matériel par exemple, qui peuvent être source de potentiels accidents. Mais comment peut-on les anticiper? C'est là qu'intervient la notion de presque accident. En quoi cela consiste? Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, il est fondamental également de s'attacher au presque accident, aux remontées terrain. On peut avoir des terminologies différentes. Concrètement, de quoi on parle? On parle de situations anormales où il y a eu un dysfonctionnement, où il y a eu un accessoire qui s'est défectueux, ou en tout cas, il n'y a pas eu d'impact corporel sur un salarié. Néanmoins, une anomalie s'est produite. Par chance, pas de victime. Mais le par chance, c'est pas entendable. Demain, la situation se reproduit, on a un alternant, on a un intérimaire, on a une personne qui intervient sur le chantier, qui n'est pas habituée, qui n'a pas encore l'expérience ou l'historique de l'organisation du chantier, un godet qui se décroche accidentellement dans une zone et on ne l'a pas analysé, on ne l'a pas remonté. Demain, il y a une personne qui passe dessous. Voilà, on a des conséquences catastrophiques qui peuvent se produire si l'anomalie, si le presque accident n'a pas été remonté, n'a pas été travaillé, n'a pas été réfléchi. Donc, les presque accidents, c'est la strate fondamentale pour s'améliorer tous ensemble progressivement. Un presque accident, demain, ça produira un accident, c'est certain. Donc, l'intérêt, effectivement, de valoriser les presque accidents dans leur remontée, c'est de travailler tous ensemble à trouver des solutions. Les solutions, les compagnons, les personnes exécutant les chantiers, elles les ont. Ces personnes, elles sont sur le terrain, elles sont au quotidien dans des situations où il faut potentiellement s'adapter. La prévention et la sécurité est l'affaire de tous ceux qui travaillent sur un chantier. Mais l'impulsion et l'implication du chef d'entreprise ou son représentant donnent le ton de la politique sécurité de l'entreprise. Mais pas que. Olivier Baril, animateur prévention chez Eiffage Énergie Système Ouest. La politique sécurité démarre bien souvent par le chef d'entreprise, le plus haut gradé dans l'entreprise, et c'est lui qui donne le ton. Donc, avec ses collaborateurs, son encadrement, il note une politique sécurité où il s'engage, il donne sa vision et après, elle doit se décliner au sein de tout son encadrement intermédiaire pour que ce soit le plus efficace possible jusqu'au terrain. Et puis après, il y a tout un système de communication avec son encadrement et de l'encadrement aux salariés du terrain. Ça commence bien souvent par ce qu'on appelle le briefing, un briefing global qui explique la demi-journée de travail ou l'après-midi de travail, et on met un soupçon de sécurité à l'intérieur. Et dans ces cas-là, on peut dire aussi que ça s'appelle un briefing sécurité, mais pas que, puisqu'on parle de l'ensemble de la globalité des tâches à faire dans la matinée ou dans l'après-midi, y compris ce que je vous disais, en évoquant les mesures de prévention. Et souvent dans les briefings qu'on voit dans les PME, grands groupes ou même TPE, on voit souvent des smileys où le gars dit alors comment était le briefing de la dernière fois? Est-ce que c'est le briefing, le smiley, il est souriant, il est avec un visage avec une absence de sourire? Ça permet de donner le ton du dernier briefing. Par exemple, dans la société qui m'emploie, on doit faire un briefing tous les jours. Et on doit donner l'ambiance du moment, l'ambiance de l'équipe. Hein. On parle, c'est un peu le volet qualité de vie au travail, mais qui donne la tendance de l'humeur de l'équipe. Et puis après, on y incorpore donc le détail de la tâche à effectuer, y compris les mesures de prévention. C'est donc le briefing sécurité ou le briefing. Voilà. Ensuite, il existe une autre technique. Ça s'appelle le quart d'heure sécurité, ou alors la traduction anglo-saxonne, on appelle ça la causerie sécurité. Et donc là, c'est une autre technique qu'on rencontre de plus en plus dans toutes les sociétés, qu'elles soient TPE, PME ou grands groupes. Et donc, ce quart d'heure sécurité, il peut être issu d'un écart sur chantier, travail en hauteur,
chute de plein pied ou un risque de chute de plein pied. Et là, l'encadrant du terrain va parler à ses équipes sur la base de ce thème, d'une situation dangereuse, d'un retour d'accident, d'une thématique d'entreprise, et il va dérouler son quart d'heure sécurité, son support, et il va demander l'avis aux salariés pour avoir des retours terrain. Tiens, si on parle du travail en hauteur ou si on parle du risque de chute de plein pied lors des circulations, je peux vous dire que ça fait partie des accidents les plus fréquents qu'on rencontre en entreprise. Et vous, les gars, est-ce que sur le chantier, vous avez vu des situations à risque? L'idée, c'est d'engager le dialogue avec les gars de terrain pour débanaliser tout ça, tout d'abord, et ouvrir la parole. Donc, on voit bien que ces nouveaux systèmes, ces nouvelles méthodes, briefing, quart d'heure sécurité ou causerie, ça devient une méthode qui est ancrée dans l'entreprise et ancrée dans les sociétés qui s'engagent dans un système de management de sécurité pour éviter euh, un futur accident, un futur incident. Échanger, c'est crucial dans une entreprise de travaux publics. Cela a permis les progrès qu'on a vus en matière de sécurité. Mais plus largement, au-delà de la sécurité, comment ont évolué les conditions de travail dans les TP? Olivier Baril. Euh, Si on regarde dans le rétroviseur, il y a 10 ans, 20 ans, mais que 10 ans en arrière, si on évoque les conditions de travail, on voit que dans les travaux publics, on n'a pas à rougir des grandes sociétés, des grands groupes, des grandes industries. Nos conditions de travail se sont largement améliorées. Il suffit de voir la qualité euh, des fourgons et fourgonnettes, hein, et même d'un point de vue image, on le voit bien, c'est des très beaux fourgons, ils sont régulièrement changés, mais on peut aller aussi sur le terrain du chantier, où on voit des bases-vie qui sont correctement chauffées. On parle même de bases-vie bas carbone maintenant. Enfin, et on voit qu'à l'intérieur de ces bases-vie, l'espace déjeuner, l'espace pour se changer, euh, et c'est largement amélioré. Sur les évolutions actuelles, on peut noter que le côté technologique, c'est immiscé dans les mondes du TP depuis quelques années et ça va à une vitesse vertigineuse. Par exemple, on voit la qualité de nos véhicules, l'aménagement intérieur, les systèmes de géolocalisation. On voit aussi des systèmes connectés pour les travailleurs isolés qui détectent la verticalité, qui sont hyper connectés. On voit aussi des systèmes qui permettent d'améliorer la rentabilité du chantier, la production, mais aussi la sécurité des gars, puisque les matériels, maintenant, ils sont conçus en écoutant les gens du terrain. Concernant les matériels électroportatifs, on note bien une vraie évolution ces 10 dernières années qui limite les vibrations subies par les mains, le corps des salariés ou qui limite la vibration, mais aussi le bruit. Et donc, on voit bien que les conditions de travail sont largement améliorées et ces vibrations ou ce bruit qui peuvent provoquer des maladies professionnelles améliorent les conditions de travail pour améliorer la santé au travail de nos collaborateurs. Autre amélioration notable depuis plusieurs années, c'est la qualité des équipements de protection individuelle et je souhaite évoquer le vêtement de travail. Dans ces EPI, on voit qu'ils se sont largement améliorés d'un point de vue image. Les gens sont fiers aujourd'hui de porter les couleurs de leur entreprise dans leurs vêtements image, mais ce qu'on ne soupçonne pas, c'est que ces vêtements sont très techniques. Ça peut être des vêtements retardateurs de flammes, des vêtements déperlants pour les produits chimiques, des vêtements limitant l'impact de la boule de feu lorsqu'il y a un accident d'origine électrique. Hein. Et donc, les vêtements d'aujourd'hui sont très techniques. On dit que c'est des vêtements d'équipement de protection individuelle multirisques et qui, en plus, ont fait attention à notre image pour que les salariés se sentent très fiers d'être dans un vêtement à l'image de leur entreprise. Autre équipement de protection individuelle qui a évolué ces dernières années, c'est la protection contre le bruit. Nos personnels possèdent des protections individuelles contre le bruit qui sont moulées à l'oreille avec des filtres à l'intérieur qui filtrent le bruit ambiant, mais qui filtrent aussi le spectre de la parole. C'est-à-dire que dans une ambiance sonore importante, la personne est protégée en dessous des limites autorisées pour avoir une oreille abîmée, une oreille qui s'abîmerait avec le bruit, mais ça laisse passer la conversation
des uns et des autres. Donc on voit bien que les protections individuelles contre le bruit ont largement évolué ces derniers temps, et ainsi que les systèmes de talkie-walkie intégrés à une équipe en version Bluetooth, qui intègre aussi dans la protection individuelle contre le bruit une sorte de téléphone portable Bluetooth qui permet aux collaborateurs de parler au téléphone tout en étant protégés contre le bruit. Ce n'est pas fini. Dans les TP, on préserve aussi la santé physique et mentale de ses collaborateurs, et ce, quelle que soit leur fonction. Voilà une expérience intéressante dans le sud de la France. Lionel Lobé, de Vinci Construction. On a une certification MAS qui nous impose un certain niveau de prévention et notamment d'hygiène au travail vis-à-vis de la santé. On a beaucoup d'actions. On s'engage, donc, par exemple, on a lancé des séances d'ostéopathie. Par exemple, tous les vendredis, on avait un ostéopathe qui venait le vendredi matin au travail avec des équipes différentes. Il les regarde travailler, il les corrige pour ne pas travailler sur des mauvaises positions. Donc toute la matinée, il travaille avec eux, il les corrige, c'est vraiment important. Et ensuite, l'après-midi, il les manipule à leur demande. Donc ça a eu un peu de mal à prendre parce que certains ne connaissaient pas trop ce type de médecine. Et puis les résultats étaient tellement positifs que tout le monde a adhéré, tout le monde s'est fait manipuler après le chantier. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, on a développé 1 ou 2 fois par an ce qu'on appelle des cliniques ostéopathiques, c'est-à-dire une dizaine d'ostéopathes en fin d'année d'études viennent à nos bureaux. On convoque on le propose à toutes les entreprises Vinci du coin. Et toute la journée, il y a à peu près entre 80 et 100 séances d'ostéopathie qui sont faites à tout le personnel désirant, et c'est gratuit, bien évidemment. Je me suis rendu compte que les conducteurs de travaux avaient beaucoup de stress parce qu'ils devaient gérer le personnel, les clients, la direction, les comptes, beaucoup de sujets. Et donc, j'ai réfléchi comment travailler sur ce stress, et donc j'ai fait appel à la sophrologie. Donc une sophrologue, on a fait une sophrologie de groupe, donc basée sur le volontariat, bien évidemment. Donc une douzaine de personnes se sont portées candidats. Donc pour 10 séances, et c'était de la sophrologie en groupe. Donc j'en faisais partie moi-même, elle nous a expliqué comment gérer le stress, comment souffler, comment anticiper, comment se mettre en place des outils, comment le détecter, ce qui n'est pas forcément naturel. On travaille également pour les ouvriers, donc à des nouvelles chaussures, des nouveaux équipements. Là, par exemple, on a testé un tissu, des t-shirts en tissu technique, donc on appelle 37,5, c'est-à-dire qui maintient la température l'été et l'hiver. Donc c'est vraiment intéressant. On l'a essayé, puis ça a été validé, donc on a équipé tous les salariés. On a essayé également un t-shirt qui raidit le dos, qui met de la tension dans les muscles arrière du dos, pardon, et ça n'a pas été validé. C'était plus gênant qu'autre chose, donc on a laissé tomber. Mais voilà, tout au fil de l'année, on fait venir des professionnels qui nous présentent leurs produits. Et ensemble, donc on a une équipe sécurité qu'on appelle à tout niveau, qui discute, qui valide des produits à essayer. Donc j'ai quelqu'un qui va faire les salons, qui regarde un peu les nouveautés. Notre équipe valide certains produits, et ensuite on les teste, et si c'est bon, on équipe tout le monde. Le partage et le sentiment de faire partie d'un collectif sont essentiels au bien-être mental. Pour finir, on pourra dire que dans les TP, l'inclusion et la générosité sont une seconde nature. Lionel Lobé. On a lancé il y a à peu près 3 ans une campagne d'insertion de migrants avec la fédération. Donc pour ma part, j'en ai pris 2. Donc c'était 2 Soudanais qui arrivaient de la guerre, qui avaient fui la guerre au Soudan, qui étaient à Nîmes dans un hôtel en attente de on ne sait pas quoi, mais ils attendaient. Donc les 2, il y en a un qu'on a dû arrêter très rapidement parce qu'il n'était pas du tout fait pour ce métier, c'est un jugement. L'autre par contre a vraiment compris la main qu'on lui tendait, donc il ne parlait pas français, il n'avait pas de permis. Donc on l'a intégré, on a eu comme une chaîne de solidarité qui s'est créée avec notre personnel. Donc voilà, on a cette fibre-là dans l'entreprise, je pense, c'est un peu notre ADN. Donc des gars sont allés le chercher, ils sont occupés de lui, ils venaient en trottinette, on le récupérait à l'autoroute, on le ramenait, on s'occupait de ses papiers, de sa carte bleue, tout ça qui était complètement nouveau pour lui. Donc ça donnait du sens aussi à l'action de chacun. Mon assistante s'est occupée, donc après il a eu le permis, il parle très bien français maintenant. On l'aide à s'insérer, donc il a pris un appartement, donc mon assistante s'est occupée de faire l'état des lieux, par exemple, de lui ouvrir un compte bancaire, etc. Là, on essaie de faire venir sa femme, parce que sa femme est toujours coincée là-bas. Donc voilà, on l'aide, et c'est vraiment une réussite collective. Moi, j'en suis très fier.
On continue ce genre d'action parce que c'est valorisant, bien sûr, pour lui, mais il faut pas se voiler la face, on est tous fiers de ça, c'est une belle réussite collective. Et en plus, c'est un très bon travailleur et il va prendre de l'ampleur et dans quelques temps, je pense qu'il sera chef, donc tout le monde est gagnant, quoi.